Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis, le podcast ou le balado, si vous préférez, qui reçoit des gens d'intérêt avec des sujets d'intérêt. Et on a tout un aujourd'hui, un sujet qui fait jaser pas mal à travers la planète et qui connaît une croissance fulgurante. À destination des diabétiques de type 2, l'Ozempic est détourné par certains utilisateurs pour perdre du poids. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Si vous n'avez pas écouté la télé, si vous n'êtes pas sorti peut-être, mais en dehors de ça, une tendance très forte sur les réseaux sociaux, professionnels de la santé qui alertent sur les dangers de l'Ozempic, utilisé à mauvais escient. Pour mieux connaître le phénomène, le comprendre et y apercevoir les risques, j'ai pensé inviter une docteure qui sait rendre claire et digestible l'information scientifique en médecine. On retrouve Dr Laberge. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bon, bien content de vous parler. Écoutez, quiconque va sur Internet de temps à autre, écoute un peu la télé, suit les tendances sociétales, publicitaires, mondiales, connaît la phrase suivante. Parlez-en à votre docteur. Ben là, j'ai un docteur, j'ai la docteure avec moi, et j'ai l'intention qu'on en parle. C'est quelque chose qu'on déteste comme médecin, c'est de se faire dire « parlez-en à votre docteur » parce que des fois, on ne connaît même pas le nom de la molécule dont il est question. Et quand on la connaît, on se dit « mais c'est quoi l'affaire de sortir ça des boulamites, là? » Alors, ça, on a deux réactions qui sont pas toujours très intéressantes pour les patients, dois-je vous avouer. OK. Donc, mais si on parle de l'Ozempic, je veux qu'on comprenne un peu. D'abord, peut-être commencer par dire c'est quoi cette affaire-là puis à quoi ça sert normalement, comment ça marche? Sémaglutide, c'est un médicament qui fait partie d'une famille, on va les appeler des glutides, parce que nous, les familles de médicaments portent souvent les mêmes terminaisons. Tu sais, par exemple, tu as les pril, tu as les tides, tu as les... Alors, on a des médicaments qui portent des terminaisons qui sont semblables parce qu'elles sont de la même famille et on change la molécule en avant qui est différente un peu, puis qui fait que le produit lui-même diffère, mais fait partie d'une famille. Alors, c'est la famille des médicaments des LGP1 qui sont des agonistes de certaines molécules qui sont dans notre estomac, dans notre intestin, qui nous permettent d'absorber, de sécréter, etc. Donc, qui jouent dans la mécanique du contrôle du sucre et de l'appétit. Donc, et c'est une famille qui a été mise de l'avant pour contrôler le diabète de type 2. Gilles, si tu me permets, on va parler, c'est quoi le diabète de type 2? Ben oui. Le diabète de type 2, c'est par exemple quelqu'un qui, dans sa vie, moi, docteur, je peux pas être diabétique, je mange pas de sucre. Ben oui, tu en manges du sucre parce que nos produits de riz en contient, tout en contient, dès que tu as des glucides, ça contient des sucres, pas nécessairement du sucre de table blanc, le tabal à la poignée, là, mais ça contient des sucres. Quand ça arrive dans ton estomac, c'est absorbé et tu as des molécules qui vont dire, à un moment donné, la satiété. Hein, tu as des molécules qui vont dire t'en as assez. Parce que pendant que tu vas manger, tes molécules vont s'en aller à ton cerveau puis ils vont dire « Wow, t'en as assez » avant que tu sois plein comme un boudin. Ça, c'est théoriquement comment ça fonctionne. Mais si tu manges comme les Américains, en 7 minutes 30, ton repas complet est pris avec tes 2 hamburgers, tes frites et ton coke, ben c'est clair que ton signal, il n'a pas eu le temps de se rendre dans ton cerveau pour dire « Wow, t'en as trop ». Ça finit par « Oh mon Dieu, j'ai trop mangé ». Ouais. De telle sorte que ce sucre-là, ces aliments-là vont se digérer et vont amener, donc, parce que tu ne manges pas toute la journée, il faut que tu manges, tu absorbes, tu stockes. Parce que la nuit, en général, on ne se lève pas pour manger. Et notre cerveau carbure à quoi? Il carbure au sucre. C'est son principal carburant. Donc, il en a besoin. Alors, toi, ton sucre va monter dans ton sang à des normes normales, hein, une norme ordinaire. Puis, tu vas ramasser ça dans ton foie, ce que tu as en trop, puis tu vas ramasser ça dans tes muscles, puis dans tes tissus. Si, par exemple, à un moment donné, tu as de la misère parce que tu as un petit peu trop de sucre, puis ton insuline n'arrive plus à cogner à la porte du foie puis dire « Ouvre-toi que j'emmagasine », et tes muscles non plus, ton insuline ne fonctionne pas, elle va monter dans ton sang. Elle va monter. D'où le stade qu'on appelle l'intolérance aux glucides. C'est-à-dire que ton insuline monte, mais ça ne marche plus, ta porte grince. Puis, à un moment donné, ton insuline va continuer de monter, mais ta porte va rester fermée au point que on va avoir un taux de sucre qui va monter dans le sang, et en haut de 7 mm, tu vas être diabétique. Le chiffre magique, c'est 7. Mais tu es prédiabétique
quand ton sucre monte, à jeun bien sûr le matin, à plus que 5,6. Tu es OK. déclaré potentiellement prédiabétique. Mais là, tu peux dire, oui, mais tu sais, je vais faire ma prise de sang juste après avoir jeûné pendant 24 heures. Tu sais. Ah oui. Ben non, parce qu'on a un petit test qui s'appelle l'hémoglobine glyquée, qui est une prise de sang, et qui va nous donner ton recul de moyenne sur 3 mois. Ding dong, tu vas te faire pincer. Donc, encore là, si tu es trop élevé, ben on va te dire, attention, monsieur, vous êtes prédiabétique ou vous êtes diabétique de type 2. Alors ça, c'est le diabète. Une montée d'insuline, ça ne fonctionne plus. On est obligé d'utiliser d'autres stratégies pour faire que tes systèmes se réaccommodent. Dont un des systèmes qui n'est jamais utilisé en première ligne. Première ligne, ce n'est pas la sémaglutide qui est ta première ligne. Ta première ligne, c'est des petits médicaments qui existent depuis 50 ans. Par exemple, le glucophage ou la metformine. Son vrai nom, c'est la metformine, mais son nom commercial, c'est le glucophage. Et ça, c'est une petite pilule qui coûte 3 fois rien et qu'on peut prendre chez les, entre guillemets, intolérants aux glucides ou ceux qu'on appelle, excuse-moi, ceux qu'on appelle les prédiabétiques. Mais ce sont des intolérants au glucose. Donc, ces gens-là, on va commencer avec une médication comme ça, mais on va dire, ding, 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 si vous avez une obésité abdominale, tu peux avoir, Gilles, un poids normal, Oui. mais avoir une bédaine de bière. Oui. Tu sais, tu as des petites jambes, des petits bras, puis, mais tu as une bédaine On de a déjà bière. vu ça. On a Tu déjà n'as pas vu de ça. fesses. Tu sais. Ben ça, c'est plus dommageable que de peser comme la madame qui peserait 170 avec des gros seins, des grosses fesses, des grosses hanches. La forme poire est en général moins malade que la forme pomme. OK. Donc, quand tu regardes de côté, ça a plus l'air d'une pomme. Alors, pourquoi? Parce que ce même poids sur la balance, ce même facteur d'indice de masse corporelle n'a pas le même impact. Donc, tu me vois venir. Quand tu détermines que l'obésité, ce n'est que l'indice de masse corporelle, tu es déjà en partie dans le champ. Ce qu'on regarde, c'est l'obésité ou on regarde la maladie reliée à l'obésité. Et c'est là la différence. Alors, supposons que je suis pomme, que je prends mon tour de taille qui est trop élevé, plus que 88 chez les femmes, plus qu'un mètre chez les hommes, grosso modo, mais ça peut être 85 et 88, dépendant des chiffres. À ce moment-là, ça veut dire que j'ai du gras inflammatoire intra-abdominal. Celui que j'ai dans les fesses, on s'en fout un peu. Celui que j'ai dans les seins, on s'en fout un peu. C'est celui qui est dans ma bédaine, qui est le gras inflammatoire surtout. Alors, ce gras-là, s'il diminue, même de 5 à 10 perdre 1 pouce ou 2 de taille, c'est déjà anti-inflammatoire et ça va déjà réduire mon risque d'hypertension, de maladie cardiaque, de démence et de cancer. Beaucoup d'effets rapides. Ça a un effet qui n'est pas si rapide, justement. Pas si rapide, OK. Donc, mais qui est protecteur et donneur de santé. Parce que moi, ma job, c'est pas de te regarder pour savoir si t'es beau ou t'es laite. Puis je dis bien laite, L-E-T-T-E, en québécois. Mais c'est de regarder, puis je regarde pas si t'habilles bien ou t'habilles pas bien. Je regarde, es-tu en santé ou pas en santé? Alors, ça, ce sont des critères de santé. Maintenant, quand tu arrives dans des critères esthétiques, ça, c'est un autre jeu. Oh. L'autre affaire, c'est qu'il y a une étude récente, animale, mais où ils ont réalisé que, tu sais, quand on dit qu'il y a plusieurs facteurs à l'obésité, on a le facteur de la sédentarité, tout le monde est trop assis, on le sait, on est assis devant nos ordi, puis avant, ils cultivaient des patates pliées en deux, puis bon. Deuxièmement, ça, c'est un facteur. Par 70 de notre vie, théoriquement, assis ou presque. On a une offre alimentaire vraiment décuplée plus que ça depuis le début du siècle. On n'a plus de famine, nous autres. Hein? On mange à l'année. Donc, on a de la nourriture. On a de la nourriture préfabriquée avec plein d'additifs, du sel, des sucres, etc., etc. Transformé, ben oui. Transformé de toutes les formes. Quatrièmement, on a des pesticides à fond la caisse. Non, il n'en reste plus dans les... Ben non, on vient de découvrir les pesticides qui sont éternels, disons-nous. On n'a aucune maudite idée de ce que ça fait dans un corps humain, OK? À moyen et à long terme. Et je lisais récemment une étude où il disait que même les capsules de lavage de vaisselle laisseraient peut-être un résidu qui pourrait perturber l'absorption de la nourriture et peut-être contribuer à l'obésité. C'est des peut-être, tu me diras. Ouais. Mais quand tu regardes ça, tu dis, ben, ça pourrait peut-être avoir de l'allure. L'autre chose, c'est que dans ton intestin, ton système digestif, tu as ce qu'on appelle des bactéries.
Puis moi, les gens, ils me font mourir quand ils disent « Hey, quand vous allez aux toilettes, là, c'est effrayant le siège de toilette qui contient de bactéries. » Bien, je suis d'accord, mais tu ne te le mets pas dans la bouche. Excuse-moi, là. Non, Non, hein? normalement. Le clavier, il faut désinfecter ça. Ben oui. Je liche mon clavier 2 fois par jour. Non, non, non. Non, il faut que tu laves tes mains correctement avec un savon non antibactérien parce que c'est le frottement du savon et de l'eau qui va enlever les bactéries nocives. Parce que les bactéries, il y en a des bonnes. Or, avec nos études de savon antibactérien, ce qu'on enlève, là, c'est pas les mauvaises bactéries. On enlève un paquet de bonnes. Donc, on a modifié au cours des années notre microbiome. Et est-ce qu'on a sélectionné de par les tubébites qu'on mange de toutes les sortes? Ouais. Est-ce qu'on a sélectionné des bactéries qui favorisent l'absorption de nutriments qui augmentent l'obésité? Ding dong, ding dong, ding dong. Alors, il y a des choses qu'on ne sait pas. On a la génétique. Les gens disent, ah ben chez nous, ils sont tous gros. Ouais. Ah oui, mais c'est parce que chez vous, ils mangent tous gros. Non. Il y en a dans la famille. Regarde, tu as des familles avec la génétique théorique du même papa et de la même maman. Tu en as un qui va manger, là, il ne fera jamais faire d'argent au buffet, ils vont toujours perdre de l'argent avec lui. Puis l'autre qui va manger la moitié moins et observer, constater, etc. Puis lui, il va prendre du poids. Alors, on n'a pas la même génétique, on n'a pas la même façon d'absorber, on n'a pas la même façon de métaboliser. Donc, il y en a qui vont être plus énervés, le rythme cardiaque va être plus vite, ils vont respirer plus vite, ils vont bouger plus vite, de telle sorte qu'ils vont dépenser plus vite. Puis d'autres qui sont sauvés en énergie. Bien, eux autres, ils survivraient pendant les famines, tu comprends? Ouais. Parce qu'ils sont en basse énergie. Donc, on est différents. Et quand on veut jouer à améliorer la santé des obèses, on va y aller avec des choses simples. Quand les gens disent t'es diabétique, moi, ils me disent ah ben c'est ça, il va falloir que je coupe ci, puis je coupe ça, puis je coupe ci, puis Non, tu vas additionner. Non, es-tu malade? Non, pas malade pantoute. Tu vas additionner pour que ton assiette ait la moitié de fruits et de légumes. Au moins, la moitié de légumes. Fait que la moitié de ton assiette, c'est des légumes. Le quart, c'est des féculents. Ah ben non, ça contient des calories, ça. Oui, ça contient. Puis ça contient des vitamines du complexe B. Puis ça contient plein d'affaires que tu dois prendre aussi. Parce que ton cerveau, il marche avec des glucides. Et ta protéine à côté, tu vas avoir ton autre petit tiers, ton quart d'assiette qui va être en protéines. Protéines, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des arachides, ça peut être de la viande, ça peut être des œufs, ça peut être des fromages, ça peut être tes produits laitiers sont aussi des protéines. Donc, ça va être des protéines. De telle sorte que si tu combines ton assiette puis tu commences par manger une grosse salade ou une grosse soupe épaisse, là, tu sais, une soupe avec bien des légumes dedans, ben, ça va te caler un peu. Hein? Tu vas avoir un espace de ton estomac qui va être déjà en partie rempli. Quand tu vas rentrer le reste puis que tu vas mastiquer, tu vas avoir la sensation plus rapide de satiété puis ton message va être envoyé au cerveau. Arrête, t'es pleine. Donc, déjà, juste ça t'améliorerait ta santé alimentaire. Tu vas faire de l'exercice. Hey, il faut que j'aille faire un demi-marathon. T'es-tu malade dans la tête? Non, fais pas de demi-marathon, tu vas mourir. Donc, si tu marches, puis là, la fantaisie du 10 000 pas, là, ben le 10 000 pas, il n'est pas plus prouvé que ça. 7 000 ferait autant la job si tu le fais tous les jours. 7 000 c'est la constance, dans le fond, c'est ça qui fait la différence. C'est la constance, puis c'est aussi de te forcer le pas potin un peu. Ouais. Si, par exemple, Dr. Junot de l'Institut de cardio nous dit, si tu fais 15 minutes par jour, à 15 minutes rapides, 15 minutes lent, pas 15 minutes, 15 secondes rapides, 15 secondes lent, 15 secondes rapides, par intervalle de 15 secondes pendant 15 minutes, tu vas aller chercher ton anti-inflammatoire suffisant pour diminuer, en association avec ta diète méditerranéenne, pour diminuer tes facteurs de risque de cancer de 30%, ton Alzheimer de 30%, tes maladies cardiovasculaires de 50%. C'est pas rien, hein? Je trouve que c'est pas cher pour aller chercher un bénéfice comme ça. Alors, de là où les moyens rapido presto pour perdre du poids, ben non, ça marche pas. Ça marche pas. Mais essayez-le, mais ça marche pas. Doc Laberge, moi, je veux juste, mettons qu'on parlons de l'Ozempic, parce que Ouais, moi, là, j'ai bien compris ce que vous me dites. Mais quand on a l'Ozempic à la base, et Santé Canada l'a accepté, mais pour les diabétiques. Qu'est-ce qui fait l'Ozempic pour les diabétiques? Oublions les gens qui veulent maigrir vite, on en parlera tantôt. Mais parlons de l'Ozempic à la base. Il va jouer sur les incrétines, donc ta sensation de satiété. Il va jouer sur ton absorption, puis il va jouer sur la sécrétion d'insuline qu'il va augmenter. Et quand tu es à jeun, tu as du glucagon qui va être sécrété pour aller chercher
ton sucre pour le rendre disponible. OK. OK? Quand quelqu'un fait de la grosse hypoglycémie, on va lui donner du glucagon pour remonter le sucre. Mais cette personne-là, tu vas abolir son glucagon. Fait que tu vas baisser la sécrétion normale de sucre. Tu vas jouer sur ces normalités de sécrétion habituelle en réaction à ses besoins physiologiques. Donc, et l'autre chose qui m'inquiète, c'est que les études ne sont pas de longue haleine. Tu n'en as pas plus que 2 ans. Oh, Chez les diabétiques, chez les gens qui en ont besoin. Parce que ton sucre, quand il circule dans ton sang en quantité trop élevée, ça use tes vaisseaux, ça use ton système, c'est un inflammatoire. Là, tu fais perdre du poids, mais est-ce que ta perte de poids est reliée à l'augmentation de ta santé et la diminution des maladies que tu veux? La réponse, c'est on n'en sait rien. Et ce que j'ai vu comme étude, c'est que ce n'était pas inférieur au placebo. Hey! Placebo, là, tu prends une pilule de farine, là. ouais. Puis tu compares ton médicament à ça, là. Puis tu dis, c'est pas inférieur au placebo. Moi, je veux quelque chose qui soit supérieur au placebo. Je sais pas, là, mais c'est tant qu'à faire, tant qu'à acheter quelque chose, je veux que ça Ben soit oui, j'aimerais ça que ça ait un effet. Ben oui. On sait que si tu manges des noix à tous les jours, ils ont fait une étude, docteur Després à Québec, que j'adore. Docteur Després a été un des premiers à dire, l'indice de masse corporelle, là, c'est pas toujours fiable, là. Faites le gras intra-abdominal avec le tour de taille. Si tu diminues ton tour de taille, tu diminues ton facteur de risque. Alors, oui, tu vas me dire qu'avec le semaglutide, tu vas baisser ton tour de taille, tu vas baisser partout. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arrêter et tu ne seras plus capable de payer ton 400-600$ par mois de ta poche parce que les compagnies d'assurance ont arrêté de le financer? Ben, tu vas tout te reprendre. Ben oui. C'est le fun, hein? Puis quand tu le reprends, tu sais comme moi que tout le monde en obésité a un état de base. Tout le monde a ça. Alors, ton état de base, toi, je ne sais pas à combien il est. Puis le mien, je commence à le deviner pas mal. Mais dans le sens où tu vas perdre du poids gentiment, diète méditerranéenne, tu vas faire de l'exercice, tu vas tout faire ce que tu dois faire. Mais tu vas juste perdre 20 livres de dont 200 livres, mettons. Tu n'es pas content parce que tu es encore obèse. Ouais. Mais tu es un obèse qui est actif, qui mange bien, qui prend plein d'anti-inflammatoires dans son sang, plein d'anti-inflammatoires de par son exercice. Donc, tu protèges ta santé. Alors que si tu prends quelque chose qui diminue artificiellement ton poids, est-ce que tu as augmenté ton effet anti-inflammatoire qui va diminuer tes maladies connexes? C'est ça qu'il faut aller chercher. Et c'est ça, les données qu'on n'a pas encore. Moi, si tu me dis, tu prends du semaglutide, tu pèses 300 livres, tu descends à 120, mettons, juste on jase, là, hein? Puis là, je te garantis que tu vas baisser de 80% ta maladie cardiaque. Ben là, tu commences à jaser. Mais si tu me dis, tu vas avoir, comme quand tu étais gros, au niveau facteur de risque, le seul risque que tu vas diminuer, c'est l'arthrose des articulations, tes hanches, ton bas de dos, puis tes genoux. Ça fait cher, alors que si tu fais de l'exercice sur ces mêmes articulations-là, tu vas réaugmenter ton cartilage un petit peu, puis tu vas réduire un petit peu ton arthrose. Ouais. J'aimerais ça que tu me compares des pommes avec des pommes. Ouais. Et c'est là que j'ai pas ça. OK. Dites-moi, Doc Laberge, la folie de l'Ozempic, est-ce que Ouais. derrière ça, il n'y a pas... Moi, je vais vous dire ma pensée que j'ai partagée avec mes auditeurs pendant Vas-y, des années. confie-toi, mon Dieu. Non, mais j'ai toujours pensé qu'au fond, Ouais. le grand public serait toujours preneur d'une solution miracle qui fait maigrir vite. J'ai toujours pensé ça. Puis j'ai l'impression que l'Ozempic, c'est ça que ça fait. Si tu vas plus intrusif puis que tu es vraiment obèse, on va peut-être te suggérer la bariatrique, l'opération. Sinon, l'Ozempic est une solution pour les diabétiques ou les ultra-obèses pour les aider. J'essayais de voir, parce que la folie là, du web, puis il y a les 400 millions de gens sur TikTok, Ouais. tout, je comprends que moi, je vois d'ailleurs, si on est honnête, c'est parce qu'ils ne le disent pas dans les pubs, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens très connus chez les jeunes, surtout dans les Kardashians, pour ne pas les nommer, qui depuis 3 ans essaient de perdre du poids, puis il y avait des grosses fesses, mais ils s'en étaient fait rajouter, il y avait des gros seins, ils s'en étaient fait rajouter, mais là, ils ont maigri, enfin, ils ont maigri. Mais on a tous compris qu'il a fallu qu'il y ait de quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toffer, mais ils ont tous réussi à maigrir enfin, puis la plupart des observateurs disent qu'ils ont pris Ozempic à la peine à la planche. L'autre affaire, c'est que, je vais vous laisser après ça discourir là-dessus, mais est-ce que les gens respectent les posologies? Parce que, tu sais, quand tu vois que ça marche, là, mettons que tu dis j'ai perdu un petit peu de poids, puis que tu as une posologie, tu exagères pour aller plus vite. On est de même, là. On veut que ça aille vite. Vous l'avez dit, vous avez parlé de la patience On qui est dans n'existe une pas. société, Gilles, ce matin, je lisais un article dans Urbania sur les plasties de la vulve.
Hein? qui ont augmenté de façon faramineuse. OK? Parce que quand tu regardes un film porno, il faut que la vulve, les lèvres dépassent pas les grandes lèvres. Il faut que Oh. ça soit rose, il faut que ça soit nu, il Il y faut en que a ça qui se font soit... arranger ça ça, vous soit- dites? C'est ça que vous me dites? Arranger ça, il paraît que ça a augmenté de façon incroyable. On est fou. On est fou. On est rendu, et il ne faut pas oublier, là, on jase là, Ouais. on est entre adultes consentants. C'est parce qu'il y a comme des petites terminaisons nerveuses là-dedans. Hein? Tu fais juste te pogner un doigt là, avec un coup de marteau dans une porte, là, hein? Oh. Puis ça va te faire un zip au bout du doigt pendant combien de temps quand tu vas juste y toucher? Est-ce que ça, c'est très agréable? La réponse, c'est non. Est-ce que ça peut arriver quand tu te fais faire du taponnage au niveau de toutes tes zones très, très innervées? Tu as beaucoup de terminaisons nerveuses là-dedans. Ça peut-tu arriver? Tu as juste une cicatrice de plaie. Puis les gens vont dire, ah, ça me fait drôle. Chaque fois que j'y touche, quand je mets ma ceinture, je fais zip! C'est très agréable, tu sais. Mais oui, c'est ça. Mais tu vas vivre avec parce que ça ne se répare pas. Alors, quand on voit que les gens sont rendus à se faire maganer, on va mettre ça de même en québécois, sont là à se faire charcuter. C'est pas de charcuterie, c'est une chirurgie bien faite, c'est de la plastie, c'est fait délicatement, dentelière de Bruges. Mais c'est pas grave, les effets secondaires sont là pareil. Avec l'Ozempic, actuellement, le sémaglutide en injection, il commence à avoir des hospitalisations sérieuses aux États-Unis, là. Il commence à avoir le tsunami qui a suivi le tremblement de terre, là. Alors, c'est pas drôle, là, ce qui s'en vient. Alors, quand on veut perdre du poids rapidement et de la mauvaise façon, on va toujours aller mettre un plaster sur une jambe de bois. Tout le temps. Le plus facile Même possible. la bariatrique. Oui. La bariatrique, là, les gens ne réalisent pas que c'est pas une chirurgie vers la santé. C'est une chirurgie de perte de poids et d'amoindrissement des problèmes de santé, mais pas de guérison. Quand tu as une vraie bariatrique, ça veut dire que tu as été suivi avant, pendant et minimalement 2 à 5 ans après ta chirurgie. En plus, oui, c'est ça. Là, on devrait avoir des résultats qui sont contrôlés au niveau de ton contrôle de poids. Mais tu deviens un chroniquement malade de malabsorption parce que tu n'absorbes plus. Je viens de te parler de l'Ozempic ou le sémaglutide qui avait des réactifs dans ton estomac. Bien là, tu comprends bien que tu en as moins. Je t'ai enlevé des substances chimiques nécessaires. Donc, je viens de te rendre en malabsorption chronique. Ton estomac ne fait plus la job qu'il devrait faire. Fait que l'autre chose, c'est que quand tu as une bariatrique, tu ne devrais plus manger plus que X calories par jour. Ça ne rentrerait pas. Sauf que qu'est-ce que les gens font? Ils n'ont pas de suivi tant que ça avant. Ils ont un petit suivi après parce que c'est chirurgical, tu devrais être guéri maintenant. Arrange-toi avec tes troubles. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ton mécanisme psychique prend la relève. Tu remanges tranquillement de plus en plus comme avant. Les habitudes reviennent, c'est ça un peu? Absolument. Et tu sais comme moi que quand tu as perdu beaucoup de poids rapidement, qu'est-ce qui se passe? Ça reprend vite aussi. Ben c'est ça. Tu prends vite plus 10 livres. Mais tu sais quoi? Ton corps, il dit, j'ai compris la famine, moi, là. Mais Christiane, vous dites quelque chose qui est intéressant aussi, parce que autour de nous, on a des gens qui ont eu l'opération, la chirurgie bariatrique. Oui, c'est ça, exactement. Il y a eu des ministres, puis il y a du monde très connu qui l'ont fait, mais on a noté que certains ont pris un petit 10, mais souvent un 30, un 40, un 60, un 80. Moi je me lentement, mais sûrement. Oui, mais en fait, savez-vous quoi? C'est qu'on pensait que c'était comme ce qu'on se faisait dire, puis qui est probablement tout à fait inexact. On se faisait dire le tuyau est petit, fait que ça rentre plus. Mais là, finalement, ça s'étire. Fait que là, je me suis dit, est-ce que tout le monde, je ne suis pas en train de dire que tout le monde a repris du poids, mais si vous dites qu'il n'y a pas de suivi, dans le fond, on est avant, pendant et après, les probabilités qu'on reprenne nos mauvaises habitudes et qu'on réengraisse sont grandes. Quelqu'un qui doit être opéré pour une bariatrique, c'est quelqu'un qui a des maladies connexes en général. C'est quelqu'un qui a de l'hypertension, maladie cardiaque, diabète. Il y a d'autres choses en général, autres que son indice de masse corporelle. Cette personne-là est un malade chronique que tu vas simplement diminuer le nombre des maladies chroniques évidentes qu'il a. Est-ce qu'il sera 100% en santé après? La réponse, c'est non. Il devient un malade chronique de malnutrition. Donc, cette personne-là vivra-t-elle plus longtemps que les autres? En statistique, oui. Parce que si le gars, il a 22 ans, il pèse 600 livres, puis il est déjà cardiaque, il est déjà tout ce que tu veux, puis qu'on enlève ces paramètres-là, puis qu'on lui permet de faire de l'exercice, puis on lui permet, théoriquement, on peut le rendre
plus longtemps. Mais est-ce que ce gars-là va vivre jusqu'à 90 ans comme sa vieille grand-mère? Peut-être pas. Alors, c'est là où on va aller voir. Les gens vont dire, ça me dérange pas. Si on pense à quelqu'un, par exemple, qu'on connaît plus, mettons, qu'on est à peu près sûr qu'il y a une bariatrique parce qu'il a perdu énormément de poids en peu de temps, il en a repris allègrement, puis là, il en a perdu beaucoup. Ben, mettons que cette personne-là s'est faite rencontrer par le groupe EPIC, puis par Martin Junot, qui l'a accroché par le collet, puis il a dit, toi, là, viens-t'en, là, Va te prendre en main. Il est temps que tu te prennes en main, mon homme. Excuse-moi, j'ai dit que c'est un homme. Alors, viens-t'en, on va se prendre en main. Et cette personne-là s'est inscrite à EPIC, au centre EPIC à Montréal, il y en a à Québec aussi, là, tu sais. Oui. C'est un centre où tu vas. Écoute, je regardais le prix, Gilles, là. C'est 2 mois d'Ozempic, hein. C'est 1200$ par année où tu as droit de voir le médecin, l'infirmière, la diététiste, puis le kinésiologue, participer à toutes les activités physiques que tu veux au centre, que ce soit natation, que ce soit gym, que ce soit n'importe quoi que tu veux faire comme exercice. Et on t'enligne pour 1 an à moins de 1300$, donc autour de 2 mois d'Ozempic. Fait que quand tu vois les paramètres de ça, où tu augmentes, ben c'est ça. Et la personne a compris que son nombre de calories quotidien serait ça, que sa répartition serait ça. Puis la personne me disait, j'ai dit, mais c'est quoi la diète? Et il dit, j'ai dit, comment tu fais tes repas? Il dit, moi, là, c'est Alain, c'est la méthode Alain. Alain qui? Alain Internet. Au niveau sur Internet, souvent, quand tu as ton composé alimentaire, hein, c'est marqué combien tu as de protéines, combien tu as de glucides, puis combien tu as de ci. Ben, il dit, moi, je fais juste respecter ça, c'est tout. Je veux qu'on parle du côté socio-psychologique, parce que, exemple, souvent, quand on a à discourir et à parler, moi, j'ai étudié un peu en sociologie, j'ai toujours aimé ça, puis c'est le fun, c'est vraiment, ça peut paraître plate pour ceux qui l'étudient au cégep, mais particulièrement de ce temps-ci, je trouve que ça sert bien. Mais exemple, je donne un exemple des fois aux auditeurs, je leur dis, quand on était jeunes, nous autres, vous croiriez pas ça, mais nous autres, on désirait mettons 8 ans, 10 ans, 12 ans, on désirait quelque chose, puis les parents disaient, ben, demande-le pour ta fête ou demande-le pour Noël. Il fallait attendre. Mais là, je suis liste. OK, mais là, je suis ta liste. Sauf qu'aujourd'hui, nos jeunes, mais là, je prends un exemple, mes jeunes sont là-dedans, j'ai 3 enfants, là, 32, 30, puis 21. Eux autres, là, ils s'en vont en couple, ils arrivent, c'est lave-vaisselle, l'air climatisé, 2 maisons, pas 2 maisons, mais 2 autos, la piscine dans la cour. Nous autres, on attendait des années, puis nos parents encore plus. Je suis pas en train de dire qu'il faut revenir dans le passé, mais derrière ça, il y a un mot. L'attentisme, attendre et le désir. Le désir. Le temps d'attente, ça n'existe plus. Fait que moi, l'Ozempic, pour moi, c'est la même affaire. C'est le plus vite possible, le plus facile possible. Pique-moi là, merci, bonsoir. J'ai perdu 10 livres, je suis content, tout le monde me trouve plus beau. On s'en fout de la santé. Dans le fond, personne ne dit ça, mais la réalité, c'est ça. Parce que là, ce que vous racontez pour le 1300$, c'est fantastique, mais là, ça demande des efforts. Faut que tu veuilles, faut que tu fasses des choix, faut que tu dises non à ça, oui à ça, non à ça, faut que tu réfléchisses. Je suis pas en train de dire qu'on est tous paresseux, mais je le pense. Mais l'autre chose, Gilles, quand tu parles de sociaux, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect du patient qui a des demandes, en regardant les réseaux sociaux qui nous font croire qu'ils sont toujours de bonne humeur, full botox, full remplissage. Tout va bien. Les filles ont toutes des babines de gésier, de poule, là, tu sais, toutes des grosses babines, puis tout ça, là, parce que sexuellement, ça doit donc aller bien quand que, tu veux dire, bon, c'est ça. Alors, on a l'image sexualisée à outrance. Je le fais pour moi. Ben oui, toi, pourquoi tu étais dans les premières à ôter ton masque dans le métro? Juste de même. Alors, tu le fais pour toi, mais tu aimes ça quand on apprécie que toi, tu as des belles lèvres. Oui. Alors, ça, c'est de 1. De 2, les rides n'existent plus. Hein? Tu n'as plus le droit d'avoir de rides parce que tu te négliges si tu n'as pas de rides. Si tu as des rides. Oui, mais non. Il faut pas que tu te fasses refaire la face. Et moi, ce qui m'écoeure, c'est quand tu vois les pages de revue où la fille, là, est laide de sa plastie. Moi, j'y souhaite quelque chose l'année prochaine, d'avoir un bon plasticien parce qu'elle est rendue laide. Tu regardes Catherine Deneuve à l'air du Joker. Tu sais, tellement la bouche est remontée. Elle a poussé la limite. Elle a poussé le bouchon. Mais cette femme-là, on nous la montre comme elle vieillit tellement bien. Non, elle est lite. Elle est lite, comme un pichou en vieillissant. Tu sais, tu regardes d'autres comédiennes qui sont belles et qui n'ont pas été retouchées avec, oui, la face a l'air d'une pomme cuite. Ben oui, mais elle a des rides d'expression et sa peau, elle est de même. Ses cheveux sont gris. Ben oui, elle n'a pas 22 ans, elle a 75 ans. Tu sais. Mais ces femmes-là adaptent leur âge et leur situation.
Mais Micheline Langto, il n'y en a pas des tonnes. Mais quand Non. on les voit, c'est des femmes vives, c'est des femmes. Mais si Micheline était juste un peu plus tranquille, elle passerait dans le beurre de l'invisibilité. Donc, l'âge et la grosseur, ça veut dire que tu n'as pas de volonté, tu as une grosse cochonne qui mange Mange tout le trop, temps. Mange tu tout ne le temps. bouges pas, tu es une paresseuse. C'est comme signe de pas intelligent. Qu'est-ce que tu n'as pas compris Ouais. quand tu vois quelqu'un d'obèse? Et malheureusement, cette vision sociale de la grossophobie, elle est inculquée. Et c'est la même dynamique par rapport au jeune qui est homosexuel, qui ne veut pas sortir de son garde-robe parce qu'il ne peut pas croire qu'il ne sera pas accepté de tous et que tous ne l'aimeront pas. Mhm. Une fois que tu as accepté que tu ne peux pas être aimé par tout le monde et ta mère, ben, à un moment donné, tu te dis, regarde, c'est comme ça, c'est comme ça. Les autres qui mangent de la chenoute, moi, ça va être de même. Ben, c'est un peu de même, là, tu sais. De telle sorte que tant qu'on ne sera pas rendu là, on va toujours penser que notre bonheur vient des autres et de l'œil de l'autre sur nous. Ben, c'est pas de même. Et sociologiquement, même les médecins, on est rendu à gérer notre impuissance. Mais pourtant, on sait que c'est soulager, c'est guérir des fois, puis c'est entendre, puis toujours aider. Donc, on sait que guérir, on ne guérira pas tant que ça. Tu sais, t'es cardiaque, qu'est-ce que tu veux que je te dise? M'a te donner des bons médicaments, m'a te permettre d'acheter du temps, m'a te permettre d'améliorer ce qui te reste de vie. Tu ne peux pas revenir en arrière. Si tu es encrassé partout, ben je ne peux pas te donner du Drano, ça ne marche pas. Et le pire, Doc Laberge, c'est que là, on parle des fois d'intervention parce qu'effectivement, la science a sauvé du monde, surtout en cardiologie, puis en dermatologie. On pourrait en dire tant qu'on veut. La science, c'est extraordinaire. Comment ça a rallongé, puis avec de la qualité de vie. On dit, le 70 ans d'aujourd'hui, c'est le 60, c'est le contraire, le 60 ans d'aujourd'hui. 50, 70 ans. Et les gens sont plus en forme plus longtemps, on mange mieux, on est plus conscient, on s'est amélioré. Par contre, il y a une hypocrisie ambiante pareille, parce qu'on dit tout le temps... mais là, ça s'en tourne, hein, ça baisse un peu, là. On s'en va vers la baisse. On redescend? On redescend. On va redescendre. Ouais. On va descendre à bas de 80, donc l'espérance de vie, vous dites? Peut-être pas tout de suite, parce qu'on est rendu à 85 proches, là, mais tranquillement, paraît-il qu'on va réduire. Est-ce que les hommes aussi ont transmis par des travers qu'on attribuait aux hommes, maintenant les femmes les ont, les crises cardiaques, tout ça, parce qu'ils travaillent beaucoup, le stress, on a transféré, j'imagine. Oui, puis les hormones, puis tout ça. Puis l'autre chose, c'est que maintenant, on n'est plus des femmes, hein, on est des personnes avec des utérus. Oui, c'est ça. Ah, ça, là, tu vas me faire grimper encore une fois. Là. Mais ça, là, je vais grimper dans le plafond, là. Tu sais, les études qui ont été faites, Gilles, XX, XY. Donc, on va revenir simplement à la biologie. La base. Oui, c'est important, c'est la base. Mais ça, c'est indéniable. Moi, j'aime ça, la nature. C'est pas vrai. La nature, ce qui est vrai, ce qui est biologique, ce qui n'est pas discutable. Ça, c'est un fait. Là. C'est pas obsolète, ça, là. Donc, tu sais que les études, jusqu'à il y a 10 ans, ne considérait jamais le facteur femme et le facteur homme comme différenciation au niveau de l'application des médicaments et de leur métabolisme. Ah non? Okay? Non. Les études en général étaient faites avec bien du monde, mais beaucoup d'hommes et 10% de femmes dans certaines études. Et quand on analysait, les femmes étaient dans la gang des gars. Fait que nous autres, on était des gars en termes métaboliques. Okay. Or, on a réalisé que la femme ne digère pas comme l'homme, ne métabolise pas comme l'homme. Donc, il y a certains médicaments qui vont plus marcher chez les femmes que chez les hommes, et l'inverse est vrai. Donc, l'autre chose, c'est que quand on étudie un médicament générique par rapport à une molécule de base, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des gars entre 18 et 25 ans, pas malades, pas fumeurs, à jeun, on leur donnait la molécule de base, puis 10 jours après, on leur donnait la molécule générique, la copie, si tu veux. Puis on regardait si l'absorption générale moyenne de chacun compilée était, on disait 97% d'air sous la courbe. Fait que ça veut dire que 97% du monde vont avoir du médicament dans leur sang pendant ce temps de temps. Ça, c'était la règle. Mais il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas de vieux, il n'y avait pas de malades, il n'y avait pas de fumeurs. Enlève tout ce monde-là, il n'en reste pas tant que ça qui ont besoin de pilules de ce genre-là, tu comprends? Non. Alors, ils ont compris qu'il fallait maintenant, surtout en cardio, ça fait au moins 10 ans qu'ils ont ça, là, ils exigent pour avoir des subventions d'avoir moitié homme, moitié femme. Et que la répartition d'âge se fasse aussi. Parce que tu ne métabolises pas chez les femmes de la même façon. Parce que nous autres, tu comprends, en sociaux, quand il y a des enquêtes, on est une variable. On est menstrué, pas menstrué. On est enceinte, pas enceinte. On est ménopausé, pas ménopausé. Et ce sont des variables importantes.
Alors, qu'on le nie, je veux bien, mais tu peux pas le nier au niveau métabolique et tu peux pas le nier au niveau physiologique. Fait que quand on m'appelle une personne avec un utérus, je grimpe d'un rideau. Mais ce qui me choque encore plus, c'est que ça se peut que ce soit ces gars-là qui veulent devenir des filles, qui vont faire avancer plus vite la cause des femmes que nous autres ensemble. Ah oui? Ça me choque. Ah oui? Ben oui, parce qu'eux autres, ils ont des droits. Fait que là, les droits de femmes à être ça, à être reconnues comme. Si on pouvait avoir 30 de plus de salaire parce qu'on est une personne avec un utérus, ça serait-tu le fun? Mais c'est pas de même, ça marche. On a encore de la discrimination en fonction de la féminité au niveau des emplois. Ça reste. Ça va rester. Fait que c'est dans ce sens-là où il faut faire attention quand on met des médicaments de l'avant, de jouer. J'ai vu une fille qui vient faire du sport avec nous autres à piscine. Et cette fille-là, qu'est-ce que tu veux, c'est une fille baraquée. Puis elle a un problème de genou congénital, elle a été opérée parce qu'elle n'a pas de retour. Mais elle fait du basketball en chaise roulante de compétition. On peut dire que c'est une fille assez active. Quand même. Elle dit que c'est une fille qui, à la grosseur de sa taille, elle est correcte. OK? Parce qu'elle est colosse, son médecin a fait téléphoner par son infirmière pour lui prescrire de l'Ozempic, qu'elle n'a jamais demandé. Elle ne se trouve pas obèse. OK. On est Lui, loin. l'Ozempic, dans son cas, elle, c'était pour perdre, c'est quoi, 5-10 de temps? C'est quoi l'Ozempic? Ça fait, c'est 5-10-15 de poids sur un long terme? La moyenne, c'est 14 OK. Mais ça peut aller de 5 livres à 30 livres. OK. Puis là, moi, il faut que je parle de ça parce que Ouais. quand on dit parler à votre médecin, là, je parle à un médecin, Doc Laberge, parfait. Ouais. Mais est-ce que les médecins sont trop permissifs? Est-ce qu'ils sont complices? Christophe Colomb, je m'excuse, s'il y a tant de monde qui n'en ont pas besoin, puis qui est pas, il y a pas, Santé Canada n'a jamais dit que l'Ozempic était bon pour maigrir, à moins que tu me dises que ça a sorti un matin, là. Non. C'est pour les diabétiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est cette complicité médicinale-là qui fait que tout le monde peut l'acheter? Je comprends pas. Ou il passe par le web? Je sais pas. Il y a plusieurs côtés du côté du docteur, OK? OK. Le premier côté du docteur, c'est que tu as des docteurs qui sont grossophobes. T'es gros, t'as pas de volonté, il faut que tu maigrisses parce que tu vas être malade. Fait qu'un gros rentre dans le bureau, c'est un malade. OK. Malade imaginaire, là? Non, malade senior. Non, je comprends. Donc, c'est des docteurs. T'es jugé. Si tu rentres, t'es gros avec un docteur de même, c'est toi le gros, lâche, là, viens t'asseoir. Mais dans ta tête, c'est ça. Ouais. Exactement. J'ai déjà vu un docteur qui a fait déshabiller une patiente, puis il l'a fait mettre dans le miroir, puis il a dit, penses-tu que quelqu'un tenterait là-dessus? Il y a eu de la grossophobie, beaucoup. Oui. Puis il y a encore comment je te dirais ça, l'orthorexie. Il faut que je mange juste ce qui est bon pour la santé. Okay. Ça, c'est une nouvelle catégorie. C'est pas de l'anorexie ni de la. Mais ça, mentalement, ça doit être dur à gérer. Tu sais, à un moment donné, ça prend un équilibre. Un plaisir de vivre. On peut-tu avoir un plaisir de vivre en même temps que tout ça? C'est parce que quand tu fais l'épicerie, ça te prend 4 heures parce que tu lis toutes les étiquettes. Alors, tu as de l'orthorexie. Tu as toutes sortes de monde faire un monde. Et tu as des gens qui sont aussi, comme médecins, grossophobes. Ils disent que c'est au nom de la santé, mais il y a quand même un côté de grossophobie des fois. L'autre affaire, c'est que tu as des gens qui doivent être efficaces. Le temps, c'est de l'argent. Fait que je ne te demande même pas qu'est-ce que tu manges, je ne te demande même pas qu'est-ce que tu fais comme exercice. Prends ça, puis va-t'en. Tu devrais prendre ça parce que ça prend du temps de t'expliquer. Et actuellement, malheureusement, les commentaires que j'ai qui sont certainement biaisés, mais quand je sors socialement, même pas médicalement, là, socialement, les gens me rapportent qu'ils ont passé, ils sont allés voir le docteur, ils ont passé 5 à 7 minutes dans le bureau pour raconter leur unique problème. Parce qu'ils n'ont pas de médecin de famille, parce que le médecin de famille considère que 15 minutes par année, c'est assez, de telle sorte que tu multiplies les visites, parce que si tu as eu le malheur d'oublier de ta prescription d'asthme, que tu prends une fois par 2 ans, il faut que tu y retournes, puis tu y retournes en urgence, puis blablabla. Ça fait qu'à ce moment-là, on a beaucoup de surconsommation de services médicaux. Il avait été prouvé que quand tu pars 20 minutes avec ton patient à faire le tour, ce que j'appelais le tour du jardin, ça sauvait 6 visites au système. Parce que toi, tu es asthmatique, je vais te donner ton plan d'action, je vais te donner ta prescription. Il ne fallait pas remplir, mais si tu en as besoin, journée de smog, puis tout ça, tu te présentes chez le pharmacien, ta prescription est bonne. Mm-hmm. Tu es quelqu'un qui fait, je ne sais pas, tes bronchitiques chroniques, puis quand tu fais une infection, il faut donner des antibiotiques. Bon, au lieu de les courroyer à chaque fois, dans ton plan d'action, c'est marqué si vous faites un peu de fièvre, si vous avez des sécrétions tatales, si vous faites ci, si vous faites ça, allez chercher vos antibiotiques, vous avez 3 prescriptions devant vous. Vous faites des infections urinaires à répétition. Si vous faites 2 infections par année, vous revenez me voir. Mais si vous en faites une, mettons en janvier puis une en décembre, bien, allez chercher vos antibiotiques. T'sais? Fait qu'il y a des choses comme ça quand tu connais ton patient. Qui peuvent remplir ton coffre à outils pour l'année. Voilà. C'est ce que j'appelle, comme tu dis, remplir le coffre à outils. De telle sorte que quand tu remplis ton coffre à outils, tu es quelqu'un d'équipé. Mais tu as compris pourquoi tu vas le prendre.
Puis, si tu fais 3 infections urinaires comme Madame Ménopausée, 4 infections urinaires par année, je vais donner peut-être des hormones vaginales parce que peut-être que c'est l'assèchement vaginaux-urétral qui te donne des infections urinaires. Mais si je te vois jamais, puis je te donne une par derrière l'autre, puis je regarde pas en arrière parce que ça prend trop de temps de regarder dans le DSQ, ben, je vais t'en traiter en maudit des infections urinaires, puis je ne traiterai pas la base parce que ça prend trop de temps. Faire un examen gynécologique aujourd'hui, il y a combien de femmes qui n'ont pas eu leur pap test depuis 10 ans? Puis là, après ça, on va se dire, hey, il faut avoir un vaccin parce que vous allez avoir un cancer. Ben oui, mais si Joe Bleu avait mis un condom avec le side dish, là, peut-être que on n'aurait pas un VPH cancérigène. Si je vous Juste demande, demain. Oui. Doc Laberge, êtes-vous surprise de la folie Ozempic partout dans le monde, c'est dans tous les pays, c'est fou, c'est 500 millions de vues par mois pour des gens qui ont pris le médicament. Je me dis, si tu parles d'une folie, ça veut dire que... Puis en fait, l'Internet te permet de faire ça en hypocrite chez vous. Personne ne sait que tu es allé voir c'est quoi Ozempic, mais il y a tellement de monde, parce que le malheur, pour ceux qui veulent se mentir ou mentir, c'est que Internet, c'est des ordis, puis des ordis, ça dit, si t'es allé, on sait que t'es une personne qui est allée, tu comprends? Tu peux pas mentir. On sait pas c'est qui exactement, à moins de fouiller si on est la CIA, mais on sait qu'il y a du monde en tabarouette qui s'y intéresse. Alors moi, ma question, vous comme médecin, êtes-vous surpris ou à moitié de voir qu'il y a une folie de même sur l'Ozempic? Je suis surprise par 2 aspects. On a beaucoup dit de la religion catholique les représentants de la religion catholique, plus que la religion elle-même, que les représentants de la religion catholique nous avaient enfermés dans des dogmes, dans des croyances, dans plein d'affaires qu'il fallait faire comme ça, puis qu'il fallait faire comme ça, puis ils nous ont ostracisés, puis on a été vraiment dans la période noire du Québec, le grand silence. Actuellement, on choisit qui va nous embrigader. Et si je porte une notion de jugement, Elon Musk qui fait la promotion de l'Ozempic, un gars sans foi ni loi qui se permet de faire ça et qu'on le croit, ça me jette à terre qu'on ne soit pas plus critique de nos influenceurs. Ça me jette à terre. L'Ozempic est le reflet de ça. Ça n'engage que son auteur, là, évidemment, je ne représente pas la profession médicale. Mais ça me jette à terre qu'on croit des kidams, qu'on croit des n'importe qui, payés par n'importe qui. Puis là, ils vont dire les docteurs sont payés par les compagnies. Hey, sais-tu qu'on ne reçoit même pas un bic au nom de la compagnie, des fois que ça pourrait nous influencer dans la prescription, tu sais. Ça fait qu'actuellement, là, arrêtez-moi ça, là, le paiement, les bacs-chiches, là, puis tout ça, là, arrêtez-moi ça, là. Il n'y en a plus depuis des années. Ça fait qu'actuellement, là, ce qui se passe, c'est beaucoup plus les croyances, les fausses croyances. Puis tu sais, ça me fait rire parce qu'autrefois, tu avais le péché véniel, tu avais une petite pénitence. Péché, tu sais, tu avais ta cour d'école, OK? Puis là, tu touchais à la clôture, tu avais un péché véniel. Tu montais dans la clôture, tu avais un péché mortel. Tu sautais à l'autre bord de la clôture, tu étais excommunié. Aujourd'hui, tu marches juste sur un champ de mine, puis tu sais jamais qui va te péter dans la face. Alors, c'est bien plus stressant de toujours être pas correct parce que tu es correct avec un puis tu n'es pas correct avec l'autre que d'avoir une marge correcte. Un enfant qui se prend pour un chien puis que tu dois écouter son ressenti, ben Christy, je peux-tu te dire qu'il prendrait sa collation à 4 pattes dans sa mangeoire, puis il n'y aurait pas une gourde pour boire. Il y aurait une mangeoire à côté pour avoir son abreuvoir, puis il irait manger à 4 pattes. Tu veux être un chien? Ben, sens-toi comme un chien jusqu'au bout. Mais autrefois, le parent, quand l'enfant jouait, tu sais, jouer, c'est prétendre, hein? On le sait tout. Un enfant qui joue à se déguiser en chien, mais qui enlève son déguisement à venir souper, c'est pas un chien, c'est un enfant déguisé en chien. Mais quand tu es sur tes internets, comme disent les jeunes, puis que tu regardes en face de toi, puis que tu bois comme du petit lait ce qui t'arrive d'en face, puis que tu achètes ça comme étant la vérité, parce que tu n'as rien pour contredire à côté, puis te réaligner, c'est clair que tu te sens chien à un moment donné. Tu n'as pas de 3 dimensions. Tu sais, quand on jouait aux cartes, c'est niaiseux jouer aux cartes, hein? Mais je te regardais. C'était le fun, c'était le fun. Oui, mais je te regarde, puis toi, tu me bullshit. Ouais. Toi, tu me dis pas la vérité. Ah, toi, là, je te regarde la face. Non, t'as ta face de. Je te trosse pas. T'as ta face de. Aujourd'hui, quand est-ce que les enfants vont dire ça? Ils vont dire, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Oui, mais à part te sentir, là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ah, ben là, il va falloir que tu arrêtes de me regarder comme ça. Il y a quelqu'un qui me disait cette semaine, elle est allée dans un musée. Oui. Et la personne a dit quelque chose avec lequel elle n'était pas d'accord.
C'est un principe que la madame a dit, moi, je me sens femme, puis je m'assure, tu sais. Ah, je me sens pas confortable avec ça. Elle a laissé son groupe-là, puis elle a sacré son camp. Parce qu'elle était pas confortable. Comme pas Elle était pas confortable. bien avec ça. Moi, ma mère avait dit, regarde, t'es pas bien avec ça, qu'est-ce que tu vas faire pour passer par-dessus? Ou passer à côté? Ou passer. Quelles sont tes solutions pour vivre avec ça? Hey! Sans ça, t'arrêtes de vivre, puis tu dis, les autres devront changer. Voilà, c'est Et on est complexe. rendu là. Et on est rendu là. Autant, Doc Laberge, autant je trouve qu'on a fait des progrès. On parlait de la science tantôt, on parlait Oui. de la Ouais. guérison, je dirais notre hygiène de vie, des gens essentiellement. Oui, le On a une plus belle potentiel. variété, on a beaucoup de choses qu'on a améliorées, là. Ouais. Mais en même temps, là, on est viré dans la dictature de la différence. Puis là, Exact. ça, c'est une chose, mais ce qui est pire, Exact. c'est de se sentir gêné, de juste dire, ben moi, je me sens, je suis un homme. Là, Oui, fait ça, je on est mal à l'aise avec ça. Puis là, je comprends l'inclusion, puis je comprends qu'il faut être ouvert à tout, mais il y a une hypocrisie pareille derrière ça, là. ben, il y a une inclusion pour 0,03% de la population trans. 0,03%. Ah, puis c'est pas de les ostraciser puis de les attaquer, c'est Pas pas ça le tout. point. Mais moi, là, on va quand s'ajuster à eux autres. quand le collège des médecins me demande, là, homme, femme, autre. Bon, Ouais. jusque-là, ça va. On me demande dans quel genre je vis ma vie, puis dans quel genre je me sens. Moi, la quatrième question, c'est comment vivez-vous la conciliation famille-travail? Ça, je pense que ça a plus d'impact au niveau de la santé mentale des gens que bien des affaires. Aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, il faudrait pas qu'on change la société au nom de l'inclusion, puis que ça devienne un dogme. C'est pas un dogme, c'est une pensée de gens qui parlent fort, qui prennent beaucoup de place. Mais, tu sais, quand une drague va raconter une histoire dans une école, je Oui. respecte qu'elle est justement bien habillée, hein? Elle est vraiment pétillante. Mais faire raconter l'histoire par un pompier habillé en pompier, faire raconter l'histoire par un clown, pour moi, si tu veux que ça n'ait pas d'impact, ça va être la même affaire. Faire raconter l'histoire de pompier par des pompiers, faire raconter l'histoire de clown par De clown. policier par un policier. Policier par docteur par docteur, infirmière par infirmière, puis, tu sais, radio par radio, tu sais. Mais faites tout le monde. T'sais, parce que si on est tous pareils, on est tous pareils. Ou bien on est pareil, ou bien on n'est pas pareil. Tu comprends? T'es inclusif, mais là, c'est exclusif des autres. C'est là où, comme sociologue, raconte-moi donc ça. Mais Pardon. dernier point, non, je reviens juste, c'est parfait, je trouve ça fantastique, l'ouverture sur ce qu'on est, puis ce qu'on devient, puis tout ça, mais je reviens pour clore sur le Ozempic. Est-ce que Santé Canada devrait faire comme la France vient de faire, c'est-à-dire dire, écoutez, le médicament fait l'objet d'une surveillance très renforcée, et on rappelle que ils sont pas capables de le bannir, mais on rappelle que c'est pour les diabétiques uniquement. Ah non, ça a son utilité avec les diabétiques, là, parce que ben oui. avec les diabétiques, on a plusieurs catégories de médicaments. On a 5 grandes catégories de médicaments dans notre arsenal, et 5, 6, puis il y en a d'autres qui vont arriver. Il faut absolument le garder pour les diabétiques. Je comprends. Parce que quand ça ne fonctionne pas, ta médication, il faut aller du plus simple au plus compliqué. Ouais. Mais on jase, là. Hein? Mettons qu'on aurait un gouvernement responsable et visionnaire. Hein? Je t'ai raconté tantôt que ça ne coûte pas cher d'avoir de l'entraînement, de la motivation, de tout ça. Supposons que dans une entreprise, une grande entreprise, l'Auto-Québec, mettons, hein? Okay. Ouais. On dit, on vous offre sur place à ceux qui sont intéressés d'avoir des petits groupes de 8 où on prend une demi-heure le midi, puis avec un kinésiologue. Ça veut dire qu'on va respecter ta douleur au genou, ta douleur au dos, ta douleur ici, là, puis on va te faire un petit programme. Puis on va être 6-8 le midi, on va faire ça ensemble. Puis en même temps, on va rencontrer une diététiste qui va composer notre assiette avec nous autres. Puis là, ici, vous avez une cafétéria, là, qu'est-ce qu'on choisirait bien? Puis en même temps, on aurait quelqu'un qui regarde l'ensemble de l'œuvre. Qui c'est qui est bien dans sa peau? Qu'est-ce que ça vous prend pour être heureux? Ah, les autres, non. Toi, ça te prend quoi? Puis on a un petit modèle niaiseux, OK? Moi, j'avais un modèle que j'appelais « Ça, là, c'est mon schéma niaiseux. » OK? Quel est le problème? Ma bosse est toujours sous mon eau. Non, pas un problème, ça. Raconte-moi, hier, ma patronne est venue regarder par-dessus mon épaule si j'avais rentré mes données. OK? Ça, c'est un problème. À qui appartient le problème? Bien, c'est à moi. OK? C'est à toi. Tu décides que c'est à toi. Donc, tu te sens comment là-dedans? Je me sens non respectée. Parfait. Quand elle vient regarder par-dessus mon épaule si j'ai bien rentré les données? Qu'est-ce que tu proposes? Bien là, il faudrait qu'elle arrête. Non, ça, c'est sa proposition. C'est pas la tienne. Tu as décidé que c'était à toi le problème? C'est à toi le problème. Qu'est-ce que tu fais avec ça?
Ben, je vais lui proposer d'abord de lui dire que je suis, hein, tu pars toujours ton message en je. Donc, je suis insécure. Quand tu viens par-dessus mon épaule, je me sens non respectée, je me sens quand tu viens regarder par-dessus mon épaule. Je te propose de savoir qu'est-ce qui t'inquiète dans mon recueil de données. C'est-tu parce qu'il est rentré trop tard? C'est-tu parce qu'il n'y en a pas assez? Assez vite. C'est quoi le problème? Tu n'es pas assez vite. Combien tu veux que j'en fasse en combien de temps? Alors, je veux que tu en fasses tant en combien de temps? Parfait. Donc, si je les rentre toutes, puis je vais te les montrer au bout de 12, 1h15 après, c'est-tu correct avec toi? OK. Fait que là, on a un moyen de contrer et de regagner de la confiance. Si, par contre, ce qu'elle a fait ça avec tout le monde, OK? Fait que là, tu as le droit de dire, là, je suis inquiète quand je vous vois dans la micro-gestion de même, là, alors que vous devriez être dans la macro-gestion. Puis moi, j'aimerais ça que vous fassiez ça. Pensez-vous que je peux vous aider à ça, à arriver là? Non, laisse faire. Parfait. Donc, quel est ton autre moyen? Bien, c'est peut-être de rassembler les autres puis de dire, madame, si vous continuez de nous énerver de même, là, puis on est tous dans le même état d'esprit, bien, il va falloir qu'on fasse quelque chose plus haut. C'est tout ça qui vous intéresse. Ou qu'on vous donne un assistant pour vous calmer le pompon. On va vous aider. Mais dites-nous qu'est-ce que vous voulez. Donc, de départager à qui appartient le problème et quelles sont les différentes solutions pour y arriver, c'est niaiseux. Mais ça, quand est-ce que c'est fait? Pas tant, hein? Pas tant. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce que les employés veulent ça? C'est ça, je me demande. Je me pose la question. Est-ce qu'ils veulent ça? Ils ont-tu le temps? On dirait que le monde cherche après court après le queue, comme on dit. Gilles, c'est parce que les enfants, on leur apprend tout de suite à ne pas régler le problème. Il y a des endroits où on force, moi j'avais des enfants, on s'est battu pendant 5 ans avec l'école pour qu'il y ait une correction du comportement. Par exemple, moi j'avais des enfants qui avaient du TDAH, OK, à fond la caisse. Fait que c'est sûr qu'on les traitait, c'est sûr qu'on essayait d'avoir une psychologue, on essayait d'avoir des gens qui nous aident, mais il y a des bouts où, quand, tu sais, les enfants qui ont un TDAH, tu sais, dans une famille, tu en as toujours un gosseux, puis tu en as toujours un explosif, hein? Fait que tu as classiquement, la petite fille, elle va pincer le petit gars par en arrière, puis le petit gars, mané, la claque va voler. Qui c'est qui va se faire poigner? Le petit gars qui va avoir donné la claque. Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Mais toi, tu es un casque bleu. Toi, tu ne regardes pas qu'est-ce qui est arrivé. Tu dis, OK, il y a eu une claque parce que vous vouliez quoi? Ben, je voulais avoir la zapette, puis vous ne voulez pas me la donner. Parfait. Tu les assois tous les deux dans le coin, puis tu dis, moi, là, je suis un casque bleu. Je suis quelqu'un qui va faire la paix entre vous deux. Moi, je ne veux pas savoir c'est qui le coupable. Je veux savoir qui va être réglé dans la zapette. Au bout de 10 minutes, si vous n'avez pas réglé, moi, je vais régler ça. Fait qu'au bout de 10 minutes, t'en as un qui dit, ben moi, je veux regarder telle émission, puis moi, je veux regarder telle émission. Puis là, tu dis, ben OK, 2 jours, tu vas regarder l'émission, puis l'autre, tu vas regarder, c'est à la même heure, puis tu vas gérer ça, puis c'est terminé, puis on fait ça pour 2 semaines, puis on revient après. Entre-temps, on ne change rien. Ça va se régler. Oui. Ça va se régler. Mais on n'est pas en solution. On va régler pour eux autres, puis on va la rajouter chacune TV pour pas qu'ils se chicanent. Parce que la majorité des enfants ont une TV dans leur chambre. Nous autres, dans les milieux en difficulté, la majorité des enfants avaient une télé dans leur chambre pour éviter les chicanes. Par contre, quand tu regardes les habiletés sociales, zéro bin bon. Pas habitué de négocier, pas habitué de trouver des solutions et pas créatif. Pourquoi on a des enfants tellement anxieux? L'anxiété, au départ, là, c'est la perte de confiance dans tes moyens de te sortir du trou. Et Doc Laberge, vous êtes allé au parc, vous arrivez au parc, il y a un enfant qui joue, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, il y a 4 parents pour l'enfant. Nous autres, on était tout seuls, puis notre mère, elle nous sacrait dehors, puis elle disait, vous reviendrez pour dîner si ça donne. T'as-tu encore toutes tes dents égales, toi? Moi je manque des chips dedans. Non, mais je veux dire, mes enfants n'aiment pas ça. Non, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça quand on parle du passé. Mais je dis, il n'y avait pas que du mauvais, excuse-moi. Là, non. Aujourd'hui, vous êtes surprotégés. Puis, écoute, tu vas dans les garderies, puis il y a 11 enfants, dont 13 qui ont des allergies. Ben, qu'est-ce qu'on faisait, nous autres, dans le temps de Claberge? C'est ce qu'on faisait à l'école. Il y a des listes à cette heure. Moi, j'ai peur. On arrive, avant de rentrer dans la classe, il faut regarder la liste ça, c'est le beurre d'arachide, ça, c'est ça. La moutarde. Je ris pas de ça. Je dis juste qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je ris pas. Mais on a un problème au niveau du microbiome. On a pas assez mangé du screening. Quand je te dis qu'il nous manque des bouts de dents, là, on a mangé de la terre. On a mangé. Et Caroline, avec des petits cailloux. Bon, c'est ça. Les genoux sont pleins de cailloux. On a encore de greffés dans le genou. Alors, c'est ça. Et Dieu sait qu'on ne sort pas du showroom, là.
On commence à avoir de l'âge un peu, là. Non. C'est dans ce sens-là où Oui, je me oui. demande, les enfants avec l'anxiété, d'abord, d'être soumis aux écrans aussi jeunes. Des bébés sont soumis aux écrans. Les parents pensent que ça va les aider à parler. Au contraire, ça diminue la parole, ça diminue. Et ce que je trouve C'est important ce que épouvantable, vous c'est dites que là, c'est important, moins tabarouette. tu Oui. as de vocabulaire, moins tu es capable de régler tes émotions. Moi, quand je Moins faisais tu as de mots l'exercice, quand tu manques de mots? moi, là, je faisais mes patients, là, je leur disais, OK, je me sens comment devant telle situation? Je me sens pas bien. Non, c'est pas assez, ça. Tu te sens frustré, tu te sens méprisé, tu te sens rejeté, tu te sens Pas bien. dénigré, tu te sens, c'est quoi le mot? Va me chercher dans le dictionnaire, la prochaine fois que tu reviens, trouve-moi 25 mots de je me sens pas bien. Parce que j'ai dit, de toute façon, dans le dictionnaire, tu vas avoir les proches de, les synonymes de, puis c'est Oh, oui. synonyme, puis ils vont te l'expliquer. Puis j'ai dit, si tu te sens frustré, ça veut dire qu'on t'a promis quelque chose que tu n'as pas eu. On t'a-tu fait une vraie promesse ou toi, tu t'attends à, je sais Oh, pas, justement. Ben, je m'attendais. Ah, OK, ça, c'est dans ta cour. Tu t'attendais. Pourquoi? Mais parce qu'au bout de 5 ans, on est supposé d'avoir ça. Supposé, c'est marqué où dans ta convention, ça? Si c'est pas marqué, tu as le droit de te sentir frustré, mais tu n'as pas le droit de revendiquer. Puis si tu revendiques, tu as besoin d'arguments. Fait que je suis bien d'accord que tu vas revendiquer. Trouve-moi une solution. Quels sont les bons arguments que tu vas présenter pour avoir ton augmentation? 1 an après au lieu de 5 ans. Tu as le droit, là, mais trouve-moi les arguments. Puis là, tu mets la machine à créativité en marche et tu vas voir que la créativité, plus tu vas croire que tu es capable de trouver une solution, qu'elle soit bonne ou pas bonne, c'est pas important. tu vas en Mais trouver. moi, la question qu'on posait aux enfants pour savoir s'ils avaient confiance en eux et pour savoir s'ils avaient de l'estime de soi. C'était niaiseux, là, hein? À 10 ans à peu près, 9-10 ans. On disait, si tu n'étais pas toi, tu serais-tu ton ami? Ça, c'est de un. Ça, c'est pour l'estime de soi. Et la deuxième question pour la confiance, tu es en Chine, tu es avec tes parents, tu parles pas chinois, tu sais pas lire le chinois, puis tu t'es perdu. Qu'est-ce que tu fais? Celui qui me dit, je m'assois sur le trottoir, je me mets à broyer. Yi! Celui qui me dit, je monte sur la bonne fontaine, je crie à mes parents, j'essaye de trouver une police, je regarde, y a-tu quelqu'un qui parle français, je crie 3-4 affaires. Lui, là, pense que l'anxiété n'est pas forte sur lui. Ça ne l'écrasera pas. Il peut avoir de l'anxiété ponctuelle. Ben oui. Tu sais, moi, ils me font rire. Il est anxieux devant ses examens. Qui ne l'est pas? Tabarouette. N'importe qui de normalement constitué a du stress, mais n'est pas nécessairement anxieux. Anxieux, ça veut dire que c'est la machine à catastrophe. Alors que stressé, ça veut dire, oups, tout à coup, qu'il pose une question que je ne connais pas. Tout à coup, que je vais avoir une mauvaise réputation parce que j'ai répondu telle affaire. Il faut que ton ego soit potentiellement blessé. Il faut que ça soit une nouveauté. Il faut que ça soit imprévu. Tu sais? Fait que si c'est imprévu, ben tu le savais, l'examen est demain, là, peut-être que tu n'es pas préparé, mais c'est pas imprévu, là. Alors, il y a des choses comme ça, c'est Sonia Lupien qui parle de ciné, tu sais. Alors, il faut que tu aies des paramètres pour être stressé, puis il faut que tu les accommodes, il faut que tu donnes les moyens. Tu sais. Fait que c'est dans ce sens-là où on a plein d'outils, mais c'est drôle, hein, quand on les offre des fois aux parents, puis que ça marche, la thérapie de jeu qui dure 10 minutes à tous les soirs, ils le font, l'enfant va beaucoup mieux, ça va très bien, ça roule tout seul. L'enfant représente des difficultés, ils ne ressortent pas leur instrument. Ah, OK, ça a marché une fois. Circonstanciel, fini. Là, tu le rappelles, tu te rappelles-tu? Ouais, mais là, il y a 6 ans et demi. Essaye donc, ouais. 6 ans et demi, ça joue encore, théoriquement. Mais c'est parce que les enfants ne jouent plus, ne font plus semblant dans leur vie de jeu, de telle sorte qu'ils jouent dans leur vie courante. Puis les adultes ont de la misère à voir qu'ils jouent dans leur vie courante. Je regarde la petite fille à 3 ans, elle se déguise. Écoute, elle est avec ses chums de filles et gars, ils se déguisent puis ils ont bien du fun. Mais quand ils vont souper, ils sont habillés ordinaires. Tu sais, puis quand ils vont à la garderie, ils sont habillés ordinaires, ben, ils se déguisent à la garderie parce qu'ils jouent. Ils jouent une pièce de théâtre, un pestacle. Tu sais. Mais ils savent que c'est un pestacle. Tu sais. C'est clair. Oui, ça dit un spectacle. Mais reste que, tu sais, ils savent que ça, c'est jouer, puis ça, c'est la vie. Là, tout est mélangé. Ah ouais, non, mais on a quelque chose à, comment dirais-je, à observer, puis en même temps, par moment, moi, je suis très encouragé, par moment, je suis découragé, fait que finalement, c'est peut-être normal. Je vais te dire, ce qui m'encourage, c'est de plus en plus de parents qui refusent les écrans avant 3 ans. Et il y a de plus en plus de parents qui limitent les écrans et chez qui les enfants vont dessiner. Je vois plein de dessins d'enfants, je vois plein d'histoires d'enfants, je vois plein d'enfants qui me racontent des histoires,
je vois plein d'enfants qui sont heureux dans leur tête et que les parents amènent jouer dehors, puis que Et c'est très encourageant ce que vous dites. Puis en même temps, les parents doivent se dire, si je veux que ça change, si je veux que ça soit fait comme ça, c'est mon rôle comme parent. Ça peut pas être tout le temps le gouvernement qui règle tout. Là. C'est assez, là. À un moment donné, on a un rôle. Il faut encourager ça. Il faut donner des outils. Il faut donner des... Tu sais, il y a des enfants encore aujourd'hui qu'il faut qu'ils soient habillés avec leur petit linge mode, puis qu'ils ne soient pas trop aux genoux, puis qu'ils ne soient pas de... Non, il y a des enfants, des parents qui disent « Ça, c'est pour aller jouer dans la bouette, pas dans le bout, dans la bouette. » Puis ça, t'es mouillé, ouais, c'est correct, il fait chaud, il fait 26, quand même, t'es mouillé, c'est pas bien grave, plus qu'une douche. Hein? Puis, tu sais, il ne fondra pas, il prend un chocolat, là, tu sais, s'il n'y a pas d'orage, là, il peut jouer dehors, là, tu sais. Ça fait qu'il y a plein de choses comme ça qui sont qu'on va les protéger contre eux-mêmes, mais malheureusement, on va les surprotéger, puis on ne leur rend pas service. On leur rend pas service. Merci beaucoup, Dr. Laberge, d'avoir partagé. On a débordé notre affaire, j'ai aimé ça. Merci, c'est très gentil. J'apprécie beaucoup, Dr. Laberge. Écoute, désolé qu'on n'ait pas été dans toutes les mesures sociales et les docteurs pour pouvoir les empêcher. Mais il n'y a rien qui nous empêche. Avant de mourir, on peut se reparler aussi, Dr. Laberge. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. Dr. Christiane Laberge, toujours aussi pertinente et intéressante aussi. Merci.